La suite d'un livre triomphal. C'est un plaisir de recevoir Joël Dicker. L'affaire Alaska Sanders. Bonjour Joël. Bonjour. C'est un livre incroyable parce que oui, c'est la suite de Harry Kéber. Des millions d'exemplaires vendus dans le monde entier, traduits dans 20 langues. Et là, on retrouve nos personnages. Et en quelque sorte, c'est un peu une autre histoire, mais dans la même trame. Comme ça. Oui, c'est la continuité, c'est la suite ou la continuité, c'est-à-dire que chronologiquement, c'est une histoire qui est indépendante de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, mais qui vient se greffer juste après et qui raconte ce qui se passe après. C'est-à-dire que Marcus Goldman, l'écrivain, a fait sortir son dernier livre et conséquence inattendue du succès de ce livre, son ami le flic Perry Gallowwood va être contacté. Quelqu'un, anonymement, lui écrit un message pour lui dire que l'affaire Alaska Sanders, dont Gallowwood pensait avoir bouclé cette enquête, n'est pas bouclée. Le coupable n'est pas le coupable. Et Gallowwood, le flic, et Goldman vont repartir dans le New Hampshire, dans cette petite ville de Mount Pleasant, et vont mener l'enquête sur ce qui s'est passé en 99. Oui, et ça commence dès la première ligne et on ne lâche plus jusqu'à la dernière. C'est ça, ce qui est incroyable, c'est le suspense, se jouer du temps, se jouer des flashbacks, essayer de démêler tout ça. Mais on me parle souvent de ça, j'ai de la peine à savoir. Et vous savez, s'il y avait une recette pour qu'un livre soit prenant et qu'on ait envie de tourner les pages, tous les livres ont un succès très, très important. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a qui fait qu'on a envie de tourner les pages. Peut-être, c'est un livre, au fond, comme tous mes livres, qui tiennent un peu de la tradition orale. C'est une histoire qu'on raconte. Et là, c'est Goldman, cet écrivain, qui raconte une histoire et qui raconte ce qui s'est passé durant les années 2010 et 99. Ouais, la dernière personne à l'avoir vu fut Lewis Jacob, le propriétaire d'une station-service située sur la route 21. Il était 19h30 lorsque ce dernier s'apprêtait à quitter le magasin, attenant aux pompes à essence. On retrouve les pompes à essence en couverture du livre. C'est les premiers mots du livre. Ça commence. Et c'est vrai que cette station-service va être au cœur de ce qui va arriver. C'est un endroit clé. C'est un endroit qui est à la fois un endroit de passage, où les gens s'arrêtent et repartent aussitôt, et en même temps, c'est un lieu de vie pour ceux qui y travaillent. Et dans cette station-service travaille Alaska Sanders, une jeune femme qui est venue de Salem dans le Massachusetts, et qui, pour une raison qu'on ignore, ou qu'on ignore encore au moment où cette histoire commence, quitte tout. Elle quitte son rêve, elle voulait devenir actrice, voulait partir à New York ou à Los Angeles, et elle finit par se retrouver dans cette station-service du New Hampshire, où elle va être, après quelques mois, assassinée un matin d'avril 99. Et la première question que les enquêteurs se posent, et qui vont les diriger vers cette station-service, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'elle faisait ici ? Qu'est-ce que cette femme dont le destin l'appelait dans les grandes villes, et dont la carrière était visiblement bien partie, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve là? Et c'est le début de l'enquête. Oui. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, ça paraît résolu dès le départ. Et parce que le crime, voilà, on a la réponse. Oui, mais pas... Oui, mais non. C'est la première fois qu'on a un livre où on a la réponse. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. C'est-à-dire que oui. C'est une enquête qui se déroule assez vite, parce que les policiers, immédiatement, et comme c'est souvent le cas, mettent la main sur des éléments qui mènent à des proches de la victime, je n'en dis pas trop, et puis une arrestation a lieu, puis une autre, un suspect est finalement condamné, et il avoue. Il est condamné. Donc c'est fini, c'est ce que je disais. C'est fini. L'enquête est bouclée. Avant d'avoir commencé, mais non. Au revoir, merci. Ouais. Et là, on est à la page 20. Il en reste encore 570. Mais non, on n'est pas au bout de nos surprises. Il y a un rebondissement, il y a des rebondissements, et il y a, 11 ans après le meurtre, justement, comme je le disais avant, cette lettre anonyme que le policier en charge de l'enquête reçoit et qui va lui permettre de mettre le doigt dans un engrenage qui va être une drôle d'affaire. Oui, en fait, la grande question, c'est est-ce que le crime parfait existe? Est-ce que le crime parfait existe ou qu'est-ce que le crime parfait? Est-ce que le crime parfait, c'est le crime dont celui qui l'a commis n'a laissé aucune trace et dont les policiers sont à sec, ne retrouvant ni ADN, ni empreinte, ni rien? Ou est-ce que le crime parfait serait justement celui qui va leurrer les policiers vers quelqu'un d'autre, vers quelqu'un qui n'a rien fait et qui va se retrouver pris dans les tenailles de la justice, accablé par des preuves écrasantes et qui va se retrouver condamné pour un crime qu'il n'a pas commis? Oui. Alors, on va retrouver Harry Kéber à un moment donné. Et on retrouve Harry Kéber. Oui. Ce qui est fou d'ailleurs dans le livre, parce que le personnage, c'est un peu vous, on va dire, fait écrivain, qui peut vous ressembler. C'est-à-dire qu'au fond, vous rentrez dans l'intrigue.
Je rentre dans l'intrigue par la tête du lecteur ou par l'imaginaire du lecteur qui veut bien me voir en la personne de Marcus Goldman, qui est, c'est vrai, un écrivain qui a plus ou moins mon âge et qui est un écrivain qui a du succès, qu'on a rencontré dans Harry Kéber et dont on a qui a d'ailleurs écrit l'affaire Harry Kéber. Et qui a écrit l'affaire Harry Kéber. Il vous ressemble un peu, oui. Mais ce qui me plaît quand les gens font le rapprochement, c'est que dans Harry Kéber, on assiste à l'éclosion d'un écrivain. On assiste à ce Marcus Goldman qui va devenir écrivain à succès et qui va passer à travers cette tempête du succès pour devenir l'homme qu'il est. Et je dois dire que ça me touche parce que souvent les gens font ce parallèle avec moi. Et c'est vrai que tous ces lecteurs que je retrouve en librairie aujourd'hui sont des lecteurs qui me suivent depuis maintenant 10 ans, qui ont assisté à mon éclosion et qui m'accompagnent avec beaucoup de bienveillance. Et ça me touche beaucoup. Alors, ce qu'il y a encore, on va voir des images de comment le livre a été imprimé parce que c'est 400 000 exemplaires. Triomphe annoncé. On va voir des images. Parce que la maison d'édition, alors, elle s'appelle Rosie Wolf. Oui. C'est votre maison d'édition. Et alors, les gros rouleaux que vous voyez là en ce moment à l'image, que vous avez découvert, c'est à l'intérieur de ces gros rouleaux, il y a vos futurs livres. Hein. C'est ça. Ça a été une expérience absolument incroyable parce que on parle de livres, on voit des livres dans les librairies. Mais se rendre compte de ce que ça implique, le travail de ces femmes et de ces hommes qui, chez l'imprimeur, arrivent à faire en sorte que ces rouleaux de papier, ces tours immenses de papier qu'on voit là, deviennent livres qu'on retrouve dans les librairies. C'est un travail colossal, époustouflant. On les voit ici qui collent les pages. Les pages rouges qu'on voit sont alignées, collées et vont être ensuite imprimées sur ces énormes rouleaux de papier qu'on voit et découpées en pages, assemblées en cahiers, assemblées en livres, avec une couverture thermo-collée ensuite. C'est une aventure incroyable parce que c'est artisanal, c'est vraiment la vraie fabrication à la main, même s'il y a des machines, la main humaine est là à tout moment de l'étape et je trouve ça extraordinaire. Ouais. Non, mais je trouve c'est fabuleux, parce que c'est vrai que vous vous retrouvez à Genève pour écrire, Joël, et isolé de tout ça. Oui. Et là, une fois que vous avez penché tous ces mots, penché cette histoire, écrit, imaginé, ça se termine comme ça, avec cette énorme machine. Oui, mais c'est ça qui me plaît, effectivement, c'est qu'il y a l'écrivain qui écrit son livre, qui est tout seul avec ses pages, et puis qui écrit son texte, qui n'existe pas vraiment au fond jusqu'à ce que finalement des gens le saisissent. Et avant que les lecteurs aient physiquement le livre entre les mains et fassent exister l'histoire pour eux, il y a chez l'imprimeur toutes ces femmes et ces hommes qui se saisissent physiquement du texte et qui le font exister sur le papier. Et ça, c'est un moment incroyable, c'est une transformation vraiment incroyable et je leur suis reconnaissant, immensément reconnaissant pour tout le travail qu'ils font parce que sans eux, il n'y aurait pas de livre. Ouais. C'est vraiment un boulot monumental. Je peux vous dire, il y en a un, il est là, et déjà tout le monde se l'arrache. Il est formidable ce livre, c'est Alaska Sanders. J'ai entendu dans une interview quelque chose que j'ai trouvé formidable, vous disiez, parce qu'on vous dit souvent, vous ne saviez pas, au fur et à mesure que vous écrivez, vous imaginez l'histoire tout en écrivant, et de se dire, oui, mais vous avez dit, mais alors un GPS, si on le suit, le GPS, on peut se retrouver dans le ravin. C'est vrai. C'est un peu ça, et je trouve que c'est un vrai scénario. Ça. Mais c'est vrai. Se retrouver dans un ravin avec un GPS. Mais on a tous ce réflexe, et moi le premier, où de temps en temps, même sur des routes que je connais, je regarde le GPS parce que je l'ai mis, et le bon sens me dit ne va pas là, c'est à droite, c'est pas à gauche, et le GPS dit allez à gauche, et je me dis si le GPS dit, c'est que c'est vrai. Mais quelle erreur, quel manque de jugement. Et je trouve que pour un livre, c'est pareil. Je trouve que dès qu'on a un plan, c'est mon sentiment qui n'engage pas, mais je trouve que dès qu'on écrit avec un plan, on suit comme ça aveuglément un plan et on s'empêche complètement de se perdre. Et c'est quand on se perd qu'on écrit vraiment, parce que quand on se perd, on découvre des personnages, on découvre une intrigue, on découvre des choses qu'on n'aurait jamais imaginées parce qu'on aurait suivi ce plan. Et c'est ça qui me plaît. Me laisser surprendre par le livre, c'est pas le livre ou l'histoire qui me surprend vraiment. Au fond, c'est cette possibilité de me perdre qui me permet de découvrir autre chose. Oui. Finalement, vous rentrez dans le monde que vous créez, dans vos propres personnages. Comme un lecteur. Oui. Comme un lecteur. Mais j'écris parce que j'aime lire et que j'aime lire, personnellement, j'aime lire parce que j'aime imaginer un autre monde. J'aime, grâce à un livre, ne pas être dans le bus ou dans le métro ou dans le train ou chez moi. J'aime être dans l'histoire. Une vie dans la vie. Une vie plus forte que la vie. Et on en a besoin, ça fait du bien. Aujourd'hui, on vit des jours qui sont pas simples, d'avoir la possibilité de temps en temps d'arriver à tout couper et rentrer dans un bon livre, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire, parce qu'en même temps, oui, bien sûr, il y a un crime, on l'a bien compris. En fait, en tous les cas, il y a une morte. Oui. Et alors, derrière, il y a une recherche de vérité. Où est la vérité ? Et là, c'est quelque chose qui est absolument fascinant, parce que la vérité est à l'intérieur des êtres humains. La vérité est à l'intérieur de chacun.
chacun a raison, chacun a sa vérité, chacun a sa vision. Et c'est aussi ça l'idée d'avoir une enquête criminelle avec un meurtre où il y a forcément une victime et un coupable. C'est aussi l'idée de dire que dans les responsabilités, on a toujours sa vérité, on a son histoire, on a son bagage. Ça ne veut pas dire que la justice doit justifier, mais ça veut dire que la justice essaye de comprendre pourquoi on arrive là, qu'est-ce qui font que la vie, que les expériences de la vie, que les aléas de la vie font que certains sont chanceux, sont emmenés vers des routes simples et lisses, et d'autres sont malchanceux et sont emmenés dans des routes avec des trous, avec des tournants, avec des moments difficiles, des routes pentues et arides. Et c'est ça l'idée, c'est de dire que mettons-nous avant de juger, mettons-nous à la place de chacun et essayons de comprendre pourquoi les gens se comportent comme ils se comportent. Oui. Et alors, sur le chemin, il y a l'amour, il y a la sensualité, il y a la violence, il y a le regard de la mort que l'on croise, des scènes terribles. Il y a tout ça, il y a de la force. Mais c'est la vie, hein, c'est la vie et les aléas qui fait que rien n'est tranquille, rien n'est simple. L'idée d'avoir un roman policier, c'est aussi peut-être d'avoir un crime qui est un accélérateur de la vie parce qu'il se passe des choses tout d'un coup très fortes, qui choquent, qui explosent. Mais nos vies sont jalonnées de moments de joie, de moments de tristesse, de naissance, de deuil, de tout ce qui fait qu'on a ces moments auxquels on se raccroche, ces moments contre lesquels on lutte, mais qui font qu'à la fin, on n'a qu'une seule vie, on a une existence et on doit essayer d'en faire quelque chose le mieux possible pour soi et essayer d'aller de l'avant malgré tout ce qui peut se passer. Oui, je voulais qu'on revoie cette station-service là, parce que je trouve il y en a beaucoup qui d'ailleurs disent en parlant de vos livres, Joël, qui disent quand on lit ces livres, on a l'impression de voir un film. C'est comme si on voit un film. Et là, c'est vrai que la station, voilà, c'est du Hitchcock là. Hein. C'est du Hitchcock, c'est du Hopper, le peintre qui a fait ce tableau, qui a peint ce tableau. Et ce qui me fascine chez ce peintre, c'est que quand on regarde cette toile, quand on regarde cette œuvre, on aura tendance non pas à dire ce qu'on voit, on va pas dire on voit une station-service, on voit un bonhomme, on voit quelque chose, on voit une maison, on voit des arbres. On va pas s'arrêter sur la virtuosité de son trait de pinceau, on va aller voir ce qu'on ne voit pas. On va parler des émotions, on va parler de ce qu'on ressent, on va parler de ce qui manque. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, mais quoi? On n'est plus dans le tableau. On est à l'intérieur de soi. Et je trouve que chez Hopper, c'est très fort. On n'est pas en contemplation, on est actif. On est en train d'imaginer. C'est un peintre de l'imaginaire, c'est-à-dire c'est un peintre qui nous fait travailler la tête immédiatement. Et je trouve que ça me fait penser à la lecture, en général, qui est un travail du lecteur. C'est pas tant l'auteur qui écrit un livre. L'auteur, il vous donne, évidemment, il écrit les mots, il met les mots ensemble, mais au fond, ce que l'auteur fait, il vous donne des grandes lignes, il vous donne un fil rouge pour que vous, lecteur, vous conceviez l'histoire. Vous imaginiez et les décors et les personnages. Et cette histoire, elle vit pas grâce à l'auteur, mais grâce à vous, lecteur, qui y croyez vraiment. Oui, parce qu'on veut, nous, la vérité. Et on ira jusqu'au bout, jusqu'à la dernière phrase du livre pour la trouver, cette vérité. Mais j'allais presque dire, c'est le chemin qui compte. C'est le chemin pour l'atteindre. C'est le chemin, c'est vrai. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'au fond, le crime dans mes livres, quand il y a un crime, le côté polar n'est qu'un prétexte. C'est pas tant ce qui se passe à la fin, c'est pas tant qui est le coupable, qui est vraiment le plus intéressant. Évidemment, ça stimule, on a envie de savoir, ça entraîne, c'est le fil rouge qu'on suit. Mais au fond, c'est tout ce qui se passe pendant. Et c'est surtout les histoires de vie de ces femmes et de ces hommes qui sont liés au meurtre de près ou de loin parce qu'elles sont victimes collatérales, parce qu'elles sont proches du meurtrier, parce qu'elles sont enquêteurs. Elles ont ce lien et c'est ce qui se passe dans ces vies-là qui m'intéresse vraiment. Oui, c'est les lecteurs qui vous le disent, Joël, qui adorent et qui attendent votre livre. Waouh. Ça me touche beaucoup. Oui. C'est fou parce que vous savez, à chaque fois, parce que je passe 2 ans, parfois plus, à écrire seul, 2 ans pendant lesquels, en principe, je ne fais pas de promotion parce que j'ai besoin de me concentrer sur mon texte. Et quand je ressors à l'air libre avec ce livre prêt, fini, et que je le présente à mes lecteurs, que je le confie à eux, je me dis toujours, mais est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils seront au rendez-vous? Est-ce qu'ils vont aimer ce livre? Est-ce qu'ils seront avec moi encore? Parce que je sais à quel point j'ai de la chance d'être accompagné par eux depuis 10 ans et que je ne prends pas cette chance comme un acquis. Je le prends vraiment comme quelque chose que je dois recommencer à chaque livre, me montrer digne d'eux. Et c'est à chaque fois une aventure qui est à la fois extraordinaire, mais qui à la fois, quand elle commence, et c'est le cas maintenant, me procure un trac énorme. Oui, oui, parce que chaque lecteur va se faire son livre. Hein. Va vous lire. C'est leur livre. C'est vrai. C'est leur livre. Il n'est plus à vous, là. Il n'est plus à moi. Ouais. Il part à l'aventure, et il va vivre sa vie seul.
Et c'est quelque chose qui est à la fois très beau et en même temps très angoissant, évidemment. Vous allez adorer le nouveau Joël Dicker. L'affaire Alaska Sanders, c'est un événement littéraire chez Rosie Wolf. C'est un livre absolument formidable. Merci beaucoup, Merci, Joël, Patrick. d'être Merci venu. infiniment. Merci, Joël.